Imaginez un objet inconnu surgissant soudainement dans notre système solaire, venant de bien au-delà des étoiles connues. Aucun signe avant-coureur, aucun avertissement. Soudain, il apparaît, nageant dans l'espace à une vitesse jamais enregistrée auparavant. Lorsque nous avons enfin remarqué sa présence, il était déjà en train de partir. On s'est empressé de pointer les télescopes, d'activer les systèmes, de calculer les trajectoires. Nous avons peiné à comprendre ce qui nous avait déjà échappé. Et, finalement, ce que nous avons réussi à observer semblait défier toute logique. Il se déplaçait d'une manière que rien de naturel ne devrait faire. Il accélérait alors qu'il aurait dû ralentir. Il ne se comportait pas comme une comète, un astéroïde, ou quoi que ce soit que nous croyions connaître. Certains disaient que ce n'était qu'un rocher étrange. D'autres murmuraient que c'était peut-être autre chose. Quoi qu'il en soit, cela nous a laissé avec plus de questions que de réponses. Et même aujourd'hui, alors que nous nous perdons dans l'obscurité entre les étoiles, nous nous demandons encore, qu'est-ce qui nous a échappé ce jour-là? Avons-nous manqué le visiteur le plus important que nous ayons jamais eu? Il est apparu à la mi-octobre 2017. Un télescope installé sur une montagne hawaïenne a capté un objet faible se déplaçant rapidement dans le ciel nocturne. Au premier abord, il ne semblait pas grand-chose. Encore un petit objet filant à travers l'espace, peut-être un astéroïde, peut-être une comète. Cela arrive tout le temps. Mais plus les astronomes l'observaient de près, plus il semblait étrange. Sa vitesse était hors norme. La plupart des objets que nous observons sont, d'une manière ou d'une autre, liés au Soleil, entraînés le long de trajectoires prévisibles, verrouillés sur des orbites comme les planètes. Mais celui-ci n'était en orbite autour de rien. Il filait à travers le système solaire dans un voyage sans retour, trop vite pour être capturé. Le calcul était clair. Il venait de très loin, d'un autre système stellaire, d'une autre époque, peut-être même d'une autre galaxie. L'objet a été baptisé d'après Oumuamua, qui signifie en hawaïen « messager du passé lointain qui arrive le premier ». Mais au moment où il a reçu son nom, il s'enfonçait déjà dans le vide. Nous l'avons attrapé au dernier moment. Nous n'avions que quelques semaines pour l'étudier avant qu'il ne devienne trop petit, trop lointain, trop faible pour être suivi. Ainsi, avec seulement une infime fraction de données, les scientifiques se sont empressés de tenter de comprendre ce qu'ils observaient. Il n'y aurait pas de seconde chance. À première vue, Oumuamua ressemblait à une comète, mais il n'y avait pas de queue. Pas ce à quoi on s'attendrait d'un voyageur glacé se dirigeant vers le Soleil. C'était peut-être un astéroïde rocheux, mais même ça ne collait pas vraiment. À présent, c'était clair. Ce n'était pas un simple rocher flottant dans l'espace. Oumuamua était une énigme. Un visiteur venu d'ailleurs, porteur de secrets que nous ne pouvions déchiffrer à temps. Un nom, aussi poétique soit-il, ne nous a apporté aucune réponse sur ce qui venait de traverser la Terre, et sur ce que nous avons peut-être perdu à jamais. Au début, les scientifiques pensaient avoir une assez bonne idée de ce que c'était. Une roche se déplaçant rapidement et provenant d'un autre système. Rare, certes, mais pas impossible. L'espace regorge de débris, après tout. De temps à autre, quelque chose pouvait être expulsé de son système stellaire d'origine, dériver et croiser notre chemin. Mais plus ils découvrirent de détails, moins cela avait de sens. Pour commencer, la trajectoire n'était pas seulement hyperbolique. C'était une exagération extrême. Oumuamua ne faisait pas que passer. Il traversait le système solaire comme s'il avait une destination précise. Sa trajectoire était inhabituellement inclinée par rapport au disque plat des planètes et des astéroïdes, suggérant qu'elle n'avait subi que peu d'influence de son environnement. Elle est arrivée rapidement, a fait le tour du Soleil, puis est ressortie en accélérant encore davantage. Puis, sa forme est apparue. Aucun télescope n'était assez puissant pour l'observer directement. Mais en observant les variations de sa luminosité au cours de sa rotation, les astronomes ont pu rassembler quelques indices. Toutes les quelques heures, la lumière s'intensifiait, puis diminuait, puis s'intensifiait à nouveau. Un motif régulier et pulsé, semblable à la lumière d'un phare en rotation. Ce motif indiquait que l'objet n'était pas rond. Il devait être extrêmement allongé, peut-être jusqu'à 10 fois plus long que large. Imaginez un gratte-ciel tournoyant à toute vitesse dans l'espace, ou, de la même manière, un disque plat se tordant de manière imprévisible au cours de son déplacement. L'une ou l'autre forme correspondrait aux données de luminosité, et tous deux le rendaient complètement différent de tout ce qui flottait naturellement autour du système solaire. La plupart des astéroïdes sont des amas rocheux en forme de pommes de terre. La plupart des comètes sont des boules glacées et poussiéreuses qui développent une queue à l'approche du Soleil. Mais là, c'était différent. Quelque chose qui n'entrait dans aucune catégorie. Ça tournait de façon chaotique, comme une bouteille lancée en l'air, au lieu de tourner doucement autour d'un axe fixe.
Aucune force naturelle n'aurait dû le laisser tourner ainsi. À moins qu'il n'ait été secoué d'une manière ou d'une autre, il y a longtemps, loin d'ici. Et sa surface était étrangement réfléchissante. Bien plus brillante que les roches ou les boules de glace en orbite autour de notre Soleil, elle ne brillait pas non plus dans l'infrarouge comme les comètes normales. Un télescope spatial, le télescope spatial Spitzer, a passé 30 heures à tenter de détecter une quelconque signature thermique, sans succès. Plus ils observaient, moins cela avait de sens. Et malgré toute cette étrangeté, la vitesse, la trajectoire, la forme, la rotation, la surface, rien de tout cela n'était le plus étrange. Car en s'éloignant du Soleil, Oumuamua fit quelque chose de vraiment déconcertant. Quelque chose que personne ne peut encore expliquer complètement à ce jour. Il s'est accéléré. Normalement, lorsqu'un astéroïde passe près du Soleil, il devrait ralentir. La gravité du Soleil entraîne tout, dévie sa trajectoire et lui vole son énergie petit à petit. Même un objet rapide comme Oumuamua ne devrait pas s'envoler sans ralentir. C'est ainsi que les choses se passent normalement. C'est ce qu'exige la physique. Mais cette fois, elle ne semblait pas vouloir coopérer. Après avoir tourné autour du Soleil, les astronomes ont remarqué quelque chose d'étrange. L'objet ne suivait pas simplement une trajectoire hyperbolique. Il se déplaçait plus vite qu'il n'aurait dû. Quelque chose de presque imperceptible au premier abord, mais bien réel. Les chiffres ne mentaient trop pas. Un coup de pouce venait de quelque part. Quelque chose le propulsait. Doucement, régulièrement, contre l'attraction gravitationnelle du Soleil. Cette accélération non gravitationnelle, détectée grâce à un suivi précis de la trajectoire, a laissé les scientifiques perplexes et reste encore inexpliquée. C'était comme regarder une balle rouler toute seule vers le haut d'une colline. Ce n'était pas censé arriver. Au début, tout le monde pensait que c'était une erreur. Peut-être que les données étaient erronées, peut-être les calculs avaient-ils manqué quelque chose. Mais après avoir examiné les observations, vérifié et revérifié les calculs, et pris en compte toutes les forces connues pouvant agir dans l'espace, le mystère demeurait entier. Oumuamua accélérait, subtilement mais sûrement, en quittant le système solaire interne. En astronomie, les objets n'accélèrent pas sans raison. Il faut bien que quelque chose les pousse, soit de l'intérieur comme une fusée, soit de l'extérieur comme une rafale de vent solaire. Autrement, ils obéissent aux lois fondamentales du mouvement. Ils suivent la trajectoire qu'ils suivaient, ni plus vite, ni plus lentement. Alors, qu'est-ce qui provoquait cette poussée ? Le premier suspect, et le plus évident, était la pression du rayonnement solaire. Cette poussée faible mais constante qui se produit lorsque la lumière du Soleil frappe un objet. Dans le vide spatial, même la force des photons peut avoir un effet au fil du temps. Le principe est le même que celui des voiles solaires. Des feuilles de matériaux ultra fines conçues pour capter la lumière du Soleil sous forme de vent et l'utiliser pour la propulsion. Si Oumuamua était extrêmement léger, comme une feuille d'aluminium géante, la lumière du Soleil aurait peut-être pu le déplacer suffisamment pour expliquer ce que les astronomes observaient. Mais il y avait un problème. Oumuamua ne se comportait pas comme une feuille fragile. Sa rotation était erratique, sa réflectivité n'atteignait pas celle d'un matériau fin et léger, et l'absence de signature thermique indiquait qu'elle ne rayonnait pas d'énergie comme le ferait une surface mince. Ça ne collait tout simplement pas. Bon, peut-être qu'elle se comportait comme une comète. Dans les comètes, lorsque la glace qui les compose se réchauffe, elle se transforme en gaz, libérant des jets qui exercent une légère pression sur la surface, provoquant parfois une rotation de la comète ou un léger changement de trajectoire. La chevelure et la queue classique que l'on observe chez les comètes sont précisément dues à ce processus. Peut-être, juste peut-être, qu'Oumuamua libérait aussi des gaz, de manière invisible. Mais il y avait un autre gros problème. Il n'y avait pas de coma. Aucun nuage de gaz ni de poussière, signe typique de l'activité cométaire, n'a été détecté. Aucune queue visible, aucun nuage de débris ou de poussière ne suivait l'objet. Et ce n'était pas un simple oubli. Les télescopes spatiaux ont recherché spécifiquement des signes de dégazage, le moindre indice d'activité, sans succès. Même le télescope spatial Spitzer, l'un des instruments infrarouges les plus sensibles dont nous disposons, n'a rien détecté, même après des heures d'observation. Si une seule bouffée de gaz s'était échappée de la surface, Spitzer l'aurait détecté. Au lieu de cela, il n'y avait que le silence, l'obscurité. Quel que soit le propulseur de Oumuamua, il ne produisait aucun gaz détectable. Il ne se comportait pas comme une comète, ni comme une voile solaire, ni comme quoi que ce soit d'autre que nous connaissions. Les scientifiques se retrouvaient donc face à deux hypothèses inconfortables. Ou bien un phénomène naturel nouveau et inconnu se produisait, quelque chose qu'ils n'avaient jamais anticipé ou observé auparavant.
Ou peut-être, ce n'était pas naturel. Les deux options étaient difficiles à accepter. La science n'aime pas les mystères qui restent trop longtemps sans solution. Si quelque chose bouge, tourne, brille ou accélère, il doit y avoir une raison qui correspond à une équation. Et pourtant, il était là, cet objet, venu des étoiles, défiant toute explication. Pour couronner le tout, le temps jouait contre nous. Oumuamua s'éloignait de plus en plus, à chaque seconde. Il n'y aurait pas de seconde chance de l'étudier de près. Pas de plan B pour le retrouver. Une fois plongé dans les ténèbres, il n'en resterait que des fragments. Une poignée d'observations, quelques données floues et une multitude de théories. Et c'est là que le vrai plaisir et la controverse a commencé. Car lorsqu'on ne peut expliquer quelque chose avec la physique conventionnelle, d'autres possibilités émergent, des possibilités qui mettent mal à l'aise. Lorsqu'il s'agit d'étranges phénomènes spatiaux, la science trouve généralement une explication élégante. Une orbite étrange, la faute à la gravité, une accélération soudaine, un dégazage, sans doute, mais parfois, les choses ne collent pas. Et lorsque Oumuamua a traversé le système solaire, une voix s'est élevée, refusant de l'imposer à une théorie familière. Cette voix était celle d'Avi, Loeb. Loeb n'était pas un outsider aux idées folles. Il était, et est toujours, l'un des astrophysiciens les plus respectés au monde. Professeur à Harvard, il a publié des centaines d'articles scientifiques. Mais sa proposition a laissé beaucoup de gens perplexes. Alors que la plupart des chercheurs s'efforçaient de trouver une explication naturelle, Loeb a adopté une approche différente. Il a souligné une évidence simple, mais indéniable. Toutes les explications traditionnelles n'expliquaient pas vraiment ce que nous voyions. Oumuamua accélérait, mais il n'y avait ni gaz, ni débris, ni coma. Il était petit, mais il brillait de façon inhabituelle. Il se déplaçait rapidement, mais d'une manière qui ne correspondait à aucune comète ou astéroïde naturel connu. Et sa forme, si les données de variation de lumière étaient correctes, était bien plus étrange que tout ce que nous connaissons ici. Plutôt que de forcer l'objet à s'adapter à un modèle qui ne convenait pas, Loeb posa la question que la plupart des scientifiques craignèrent de formuler à voix haute. Et si ce n'était pas naturel? Il suggéra que peut-être, juste peut-être, l'objet n'était ni un rocher, ni une comète. Peut-être un morceau de technologie extraterrestre. Peut-être une sorte de voile lumineuse, une structure fine, alimentée par la lumière du soleil elle-même, fonctionnant grâce à la pression des photons dans le vide. L'idée n'a pas été lancée à la légère. Loeb l'a étayée par des calculs, démontrant que si Oumuamua était extrêmement mince, peut-être une fraction de millimètre d'épaisseur, alors la légère poussée de la lumière solaire pourrait expliquer son étrange accélération. Nul besoin de jet de gaz, ni de traînées de poussière manquante. Une physique simple et impitoyable, appliquée à quelque chose de construit et non de né. Naturellement, la réaction de la communauté scientifique fut mitigée. Certains rejetèrent d'emblée l'hypothèse, arguant que des affirmations extraordinaires exigèrent des preuves extraordinaires. La théorie de Loeb était intéressante, mais qu'il fallait d'abord épuiser les explications les plus courantes. La plupart restèrent discrètement enclins à des causes naturelles, glace exotique, fractures inhabituelles, peut-être même un iceberg d'hydrogène libérant un gaz invisible. Tout sauf une technologie extraterrestre. Mais Loeb ne recula pas. Il continua à publier des articles, à donner des interviews, à écrire des essais, et finalement un livre entier. Selon lui, le véritable problème n'était pas la théorie extraterrestre elle-même. C'est la culture scientifique qui a refusé de la prendre au sérieux. Selon eux, la science devrait être un dialogue avec la nature, et non un ensemble rigide d'hypothèses. Lorsqu'un événement étrange se produit, il faut s'en remettre aux preuves, même si cela mène à une situation inconfortable. Loeb a également souligné les faiblesses des théories alternatives. Par exemple, l'idée d'un iceberg d'hydrogène paraît ingénieuse, mais l'hydrogène est si volatile qu'il se serait évaporé bien avant de nous parvenir d'un autre système stellaire. D'autres propositions, comme celle de nappes d'azote gelées ou de boules de poussière glacées, se sont heurtées à des problèmes similaires. Soit ils ne survivraient pas au voyage, soit leurs observations ne correspondaient pas. Plutôt que de se battre pour contourner les données, Loeb a suggéré de les accepter. Nous venons peut-être d'observer le premier véritable signe que nous ne sommes pas seuls. Peut-être Oumuamua était-il un fragment de quelque chose de plus vaste. Une sonde, une relique, un morceau de technologie abandonné appartenant à une autre civilisation qui observait autrefois les étoiles comme nous le faisons aujourd'hui. Pour aller plus loin, il lança le projet Galilée,
une initiative scientifique visant à rechercher des preuves physiques de l'existence d'une technologie extraterrestre proche de la Terre. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les signaux radio, comme le fait le SETI, le projet Galilée rechercherait des objets réels, satellites, débris, phénomènes aériens inconnus, des choses ayant une forme matérielle. Selon Loeb, l'univers est trop vaste et la vie trop persistante pour que nous soyons la seule espèce intelligente. Et si c'est vrai, pourquoi supposer que nous n'avons jamais été remarqués? Pourquoi supposer que toute chose étrange doit être naturelle? Il n'affirmait pas avec certitude qu'Oumuamua était une sonde extraterrestre. Il disait que c'était possible, et que refuser d'envisager cette possibilité serait autant un manque d'imagination qu'un échec scientifique. Que ce soit juste ou non, la plus grande contribution de Loeb n'est peut-être pas sa théorie spécifique, mais plutôt son rappel que la science, dans ce qu'elle a de meilleur, est ouverte. Ni naïve, ni téméraire, mais prête à admettre que l'univers nous surprend parfois. Et que les plus grandes découvertes surviennent lorsque nous avons le courage de poser les questions que personne d'autre ne veut poser. Oumuamua a disparu depuis longtemps, n'étant plus qu'un point s'estompant dans l'espace interstellaire. Mais le débat qu'il a suscité sur les extraterrestres, sur la science, sur la curiosité elle-même, reste bien vivant. Et d'une certaine manière, c'était peut-être là le véritable message du messager. L'idée d'Avi Loeb a fait les gros titres, mais il a aussi provoqué beaucoup de résistance. Pour de nombreux scientifiques, s'attaquer directement à l'hypothèse d'une technologie extraterrestre semblait irresponsable. Non pas qu'ils pensaient qu'Oumuamua était ordinaire, bien au contraire. C'est juste que la science, par tradition, essaie toujours d'abord d'épuiser les explications naturelles, aussi extravagantes soient-elles. C'est ainsi qu'a commencé la recherche d'une réponse normale. La première alternative sérieuse est venue d'un groupe dirigé par Daryl Seligman, chercheur postdoctoral à l'université Cornell. Seligman a convenu que le comportement de l'objet était étrange. Mais au lieu de supposer quelque chose d'artificiel, il s'est demandé « Et si Oumuamua libérait du gaz? Et si nous ne pouvions tout simplement pas le voir ?» Sur Terre, nous considérons les comètes comme des boules de neige sales, composées principalement de glace d'eau mélangée à de la poussière et de la roche. À mesure qu'elle s'approche du Soleil, cette glace se sublime, c'est-à-dire se transforme directement en gaz, créant les queues lumineuses que nous connaissons tous. Mais, se demandait Seligman, et si ce visiteur n'était pas du tout fait d'eau? Et s'il était fait d'une matière bien plus exotique? Il suggéra que Oumuamua pourrait être un iceberg d'hydrogène, un énorme bloc d'hydrogène moléculaire gelé, solidifié dans les régions les plus froides d'un nuage moléculaire géant, loin de toute étoile. Sous cette forme, chauffé par la lumière du soleil, il libérerait de l'hydrogène gazeux. Ni de la vapeur d'eau, ni de la poussière. Juste de l'hydrogène pur, invisible, indétectable par les télescopes qui l'observaient. Ce dégazage pourrait expliquer la légère poussée qui a provoqué l'accélération de l'objet. Aucune technologie extraterrestre n'était nécessaire. Juste une composition naturelle inhabituelle. À première vue, cela semblait prometteur. Après tout, l'espace regorge d'hydrogène. Et nous savons que, dans des conditions favorables, l'hydrogène peut geler et former de la glace solide. Peut-être dans un coin reculé de la galaxie, dans un nuage suffisamment froid, de tels icebergs pourraient-ils se former. Mais des problèmes se posaient. Avi Loeb et d'autres scientifiques ont rapidement souligné la fragilité incroyable de la glace d'hydrogène. Même dans l'espace lointain, elle ne dure pas longtemps. La lumière des étoiles, même la faible lumière de fond entre les étoiles, éroderait progressivement un iceberg d'hydrogène, le vaporisant bien avant qu'il ne puisse franchir les vastes distances nécessaires pour atteindre notre système solaire. Et même s'il survivait au voyage, de tels objets devraient être extrêmement rares. Pourtant, Oumuamua paraissait neuf, intact, comme une relique malmenée par des millions d'années de dérive. La théorie de l'iceberg d'hydrogène disparut presque aussi vite qu'elle était apparue. Mais la quête de réponses ne s'est pas arrêtée. De nouvelles idées ont continué à émerger. Oumuamua était peut-être une feuille d'azote. Un fin fragment arraché à la surface d'une exoplanète semblable à Pluton. Peut-être était-il constitué de glaces exotiques rarement observées, comme le monoxyde de carbone ou le méthane, capables de se sublimer de manière invisible. Chaque idée tentait de combler les trous laissés par la précédente. Chacune était ingénieuse. Chacune repoussait les limites de nos connaissances en chimie, en physique et sur le comportement des matériaux dans l'espace lointain. Pourtant, aucune d'entre elles ne cadrait parfaitement. Il y avait toujours des lacunes, toujours quelque chose qui manquait. Une nouvelle approche a donc émergé. Jennifer Bernier, professeure adjointe à l'UC Berkeley, a collaboré avec Seligman pour proposer une solution encore plus simple.
Peut-être qu'Oumuamua n'était pas fait d'un matériau exotique. Peut-être était-ce juste de la glace ordinaire. Mais de la glace qui avait passé des millions d'années à absorber les radiations cosmiques. Lors d'expériences en laboratoire, des chercheurs ont observé que, sous l'effet d'un froid extrême et d'un bombardement de particules à haute énergie, des poches d'hydrogène gazeux peuvent se retrouver piégées dans la glace d'eau. Lorsque la glace d'eau se réchauffe, par exemple lorsqu'elle passe à proximité d'une étoile, sa structure se réorganise et libère l'hydrogène emprisonné sans exploser violemment ni éjecter de poussière. Bergner et Seligman ont suggéré que ce processus pourrait tout expliquer. Nul besoin de matériaux étranges, nul besoin de construction extraterrestre, juste un corps naturel, cuit par radiation, libérant silencieusement de l'hydrogène, en quantité trop faible pour être visible, mais suffisante pour le propulser. Ils l'appelèrent « comète noire ». Un corps qui ressemble à un rocher, se comporte comme une comète, mais dissimule son activité à nos yeux. Cette explication était vraiment séduisante. Cela correspondait aux faits. Cela reposait sur moins d'hypothèses. Et cela reposait sur des éléments connus. Glace d'eau, rayons cosmiques, gaz piégés dont nous savons qu'ils existent et interagissent dans l'espace. Pour de nombreux astronomes, c'était une réponse satisfaisante. Désordonnée, certes, compliquée bien sûr, mais toujours ancrée dans la nature. Malgré cela, tout le monde n'était pas convaincu. Loeb a riposté à nouveau en publiant de nouveaux articles qui remettaient en question les hypothèses sur lesquelles reposait la théorie de la comète noire. Il a soutenu que même cette explication ne rendait pas compte de tous les détails observés. La forme, la réflectivité, l'étrangeté du visiteur. Plus important encore, il mettait en garde contre toute tentative excessive de classer un objet inhabituel dans des catégories familières. Parfois, disait-il, l'explication la plus extraordinaire est la bonne. Non pas parce que c'est pratique, ni parce que c'est tape à l'œil, mais parce que l'univers, dans son essence même, est incroyable. Et nous devrions nous préparer à être surpris. Alors même que les scientifiques débattaient de ce qui nous avait échappé, une nouvelle idée commençait à émerger. Peut-être n'avions-nous pas besoin d'aller si loin pour trouver quelque chose d'étrange. Les réponses se trouvent peut-être plus près de nous. Tout a commencé par une question simple. Si un objet comme Oumuamua, silencieux, invisible et pourtant en accélération, pouvait exister là-bas, pourquoi des objets similaires ne pourraient-ils pas exister ici, dans notre propre système solaire? Darrell Seligman et d'autres ont tourné leur attention vers le catalogue croissant d'astéroïdes proches de la Terre. Des milliers de petits corps, la plupart à peine remarqués, orbitaient silencieusement entre la Terre et Mars. On pensait que la plupart n'étaient que des roches mortes, vestiges des jours chaotiques du système solaire primitif. Mais, et si certains d'entre eux n'étaient pas aussi inertes qu'on le pensait, ils ont commencé à éplucher les données, à la recherche d'infimes irrégularités, de subtiles déviations dans le mouvement des astéroïdes, inexpliquées par la seule gravité. Ce fut un travail minutieux. Pas d'éclairs, pas de récits spectaculaires, juste de minuscules déviations à peine détectables, enfouies dans des années d'enregistrement de télescopes. Et effectivement, ils les ont trouvés. 6 objets, tous petits, relativement proches de la Terre, tous présentant des signes d'accélération non gravitationnelle. Pas assez pour les faire dévier de leur trajectoire, mais suffisamment pour susciter des interrogations. De quoi suggérer que quelque chose, quelque part sous leur surface, était à l'œuvre. Elles ne se comportaient pas comme des comètes classiques, pas de dégazage visible, pas de chevelure brillante, pas de longue queue s'étirant vers le Soleil. À la surface, elles ressemblaient à des astéroïdes ordinaires, brutes, de la taille d'un diamant, rien de spécial. Et pourtant, elles se déplaçaient différemment. C'était exactement le type de comportement prédit par la théorie des comètes sombres. Ces objets ne rejettent pas de gaz dans l'espace en jets spectaculaires, mais modifient discrètement leur structure, libérant de minuscules poches d'hydrogène invisibles ou d'autres gaz. Une activité subtile et cachée, suffisamment puissante pour percuter, mais suffisamment faible pour rester hors de vue. Parmi les 6, l'une d'elles se démarquait particulièrement. Un minuscule corps connu sous le nom de 1998 KI-26. Mesurant seulement 30 mètres de diamètre, plus petit qu'un terrain de football, il effectuait une rotation toutes les 10 minutes, soit plus vite que la plupart des corps célestes de cette taille. Plus intéressant encore, 1998 KI-26 était déjà programmé pour une rencontre rapprochée. L'agence spatiale japonaise, la JAXA, prévoyait d'envoyer la sonde Hayabusa 2, qui venait d'achever sa mission historique vers l'astéroïde Ryugu, pour une mission prolongée. La nouvelle cible, 1998 KI-26. L'objectif était de le survoler.
d'étudier sa composition et de recueillir des informations susceptibles d'aider les futures missions habitées vers Mars et au-delà. Mais maintenant, avec la possibilité que ce petit objet soit une comète sombre déguisée, la mission prend une nouvelle dimension. Si 1998 K26 présentait des signes de dégazage caché, si elle se comportait comme une cousine miniature de Oumuamua, alors la théorie de la comète noire serait grandement renforcée. Et sinon, eh bien, ce serait quand même l'occasion d'en apprendre davantage sur les types de corps qui orbitent silencieusement près de nous, détenant des indices sur le passé du système solaire, et peut-être sur son présent plus mystérieux. Bien sûr, même avec une sonde en route, rien ne garantit des réponses claires. Les forces en jeu sont infimes, les processus subtils. Détecter un léger écoulement d'hydrogène s'échappant d'un rocher en rotation à des millions de kilomètres de distance n'est pas chose aisée. Et pourtant, pour la première fois, nous avons la chance d'étudier de près un objet comme Oumuamua, de toucher directement une pièce du puzzle, plutôt que de simplement deviner à distance. Cela nous rappelle que tous les grands mystères ne se cachent pas dans les étoiles lointaines. Parfois, les indices les plus importants se trouvent juste là, orbitant silencieusement sous nos yeux, attendant que quelqu'un d'assez curieux remarque leur mouvement. Et si les comètes sombres existent vraiment, s'il existe toute une population cachée de comètes dans notre système solaire, alors ce qui s'est produit en 2017 n'était peut-être pas une anomalie isolée. Oumuamua a semblé être un événement isolé, une rencontre fortuite, unique. Un phénomène si rare qu'il pourrait ne pas se reproduire avant des siècles, si jamais il se reproduisait. Mais moins de 2 ans plus tard, l'univers nous a réservé une autre surprise. En août 2019, un astronome nommé Gennady Borisov a repéré quelque chose de nouveau. Un autre objet, rapide, venu de l'espace lointain. Mais celui-ci était différent. Alors que Oumuamua était mystérieux, silencieux et difficile à catégoriser, ce nouveau visiteur, plus tard baptisé 2I Borisov, se comportait beaucoup plus comme les comètes auxquelles nous étions habitués. Son noyau était entouré d'une chevelure brillante et visible, un nuage de gaz et de poussière. À mesure qu'elle approchait du Soleil, elle développait une longue queue lumineuse, à l'image des comètes glacées de notre système solaire. Cette fois, il n'y avait aucune ambiguïté. Quoi qu'il en soit, Borisov, elle ne cachait pas sa nature. Et pourtant, même là, des surprises surgirent. La chevelure était immense, s'étendant sur des dizaines de milliers de kilomètres. Sa composition chimique était également différente de celle de nos comètes locales. Elle semblait plus riche en monoxyde de carbone, suggérant qu'elle s'était formée dans un environnement beaucoup plus froid que tout ce qui se trouvait à proximité. Pourtant, comparé au comportement étrange de Oumuamua, Borisov semblait presque réconfortant. C'était un extraterrestre, oui, né sous une autre étoile. Mais cela a suivi les règles que nous connaissions. Cela a fondu. Cela a libéré du gaz. Il brillait intensément. C'était étrange, mais compréhensible. Le contraste entre les deux visiteurs était on ne peut plus net. L'une passa silencieusement, sans queue, sans poussière, sans explication évidente. L'autre fila dans l'espace comme une comète standard, se comportant de manière typique, à l'exception de son origine. Borisov prouva au moins que les visiteurs interstellaires n'étaient pas aussi rares qu'on le pensait. Nous n'avions pas seulement eu de la chance avec Oumuamua. L'univers regorgeait de ces voyageurs, et d'autres seraient découverts avec le temps. En fait, les scientifiques soupçonnent depuis longtemps que les objets extérieurs au système solaire sont plus courants qu'on ne le pense. Nombre d'entre eux sont probablement temporairement capturés par la gravité de planètes massives comme Jupiter, ou passent tout simplement inaperçus, trop petits ou trop faibles pour être détectés avec la technologie actuelle. Certains pourraient même perdurer. Certains candidats, d'étranges comètes et astéroïdes aux signatures chimiques inhabituelles ou aux orbites étranges, suggèrent qu'ils ne se sont pas formés ici. Des objets comme Matsholz 1 ou Hyakutake ont été distingués pour leur composition qui ne correspondent pas à celle des corps solaires classiques. Même 500 Wafatshwa 107K et Paoka Awela, un astéroïde piégé sur une orbite inhabituelle en résonance avec Jupiter, est un candidat potentiel. Ces objets racontent une histoire plus vaste. Elles indiquent que le système solaire n'est pas un système fermé, isolé du reste de la galaxie. C'est un point de rencontre, un carrefour animé où la matière provenant d'étoiles lointaines croise parfois celle des planètes et du Soleil. Et pourtant, malgré toutes ces découvertes fascinantes qui s'accumulent, Oumuamua demeure unique. Ce n'était pas seulement qu'il venait d'ailleurs. C'était sa façon de se déplacer, sa résistance à une classification aisée, la façon dont il a amené même les scientifiques les plus prudents à se demander,
ne serait-ce que brièvement, si nous venions d'être témoins de quelque chose de véritablement nouveau. D'une certaine manière, cela nous rappelle que l'univers ne nous doit pas de réponses simples. Parfois, il nous présente des énigmes. Un voyageur figé libérant du gaz tel un fantôme, un fragment tournoyant d'une forme inédite, un messager accélérant alors qu'il devrait ralentir. Et chaque fois que nous pensons avoir parfaitement cartographié le comportement de l'espace, quelque chose d'extérieur nous rappelle que l'histoire n'est pas terminée. Peut-être ne le sera-t-elle jamais. Trouver quelque chose d'étrange est une chose. En déterminer l'origine est un tout autre défi. Une fois Oumuamua identifié comme objet interstellaire, les astronomes ont fait ce qu'ils font toujours. Ils ont tenté de retracer ses pas. S'ils parvenaient à reconstituer sa trajectoire à travers le temps, ils pourraient peut-être retrouver le système stellaire où il est né. Peut-être même apercevoir le quartier où il vivait autrefois. Au premier abord, cela semblait simple. L'objet était entré dans le système solaire depuis la constellation de la Lyre. Plus précisément, sa trajectoire était dirigée vers l'étoile brillante Vega, l'une des plus brillantes du ciel boréal. Mais suivre une chose sur des millions d'années et des milliards de kilomètres n'est pas chose aisée. Les étoiles ne sont pas fixes dans l'espace. Elles se déplacent également, orbitant autour du centre de la Voie lactée à leur propre vitesse, suivant des trajectoires façonnées par la gravité de la galaxie. Les étoiles que nous observons aujourd'hui à une certaine position n'étaient pas forcément là il y a quelques centaines de milliers d'années. Lorsque les scientifiques ont remonté le temps, prenant en compte le mouvement de Vega et des étoiles proches, la traînée s'est refroidie. Au moment où Oumuamua aurait dépassé la position actuelle de Vega, l'étoile s'était déjà éloignée. Le timing était tout simplement incohérent. Vega n'en était pas la source. C'était une simple coïncidence que le visiteur vienne de cette direction. D'autres candidats ont été envisagés. Groupe stellaire proche, étoiles jeunes, amas en mouvement. Les équipes ont analysé les données et réalisé des simulations, essayant de trouver un lieu correspondant à la fois à la vitesse et à l'angle d'approche de l'objet. Quelques hypothèses ont émergé, mais aucune n'était concluante. Les meilleures estimations situaient l'origine de l'objet entre 30 et 80 années-lumière, mais au-delà, les détails devenaient flous. Pas de preuves tangibles, pas de planètes ni d'étoiles au loin. Plus ils enquêtaient, plus il devenait clair. Oumuamua errait dans l'espace interstellaire depuis très très longtemps. Peut-être des centaines de millions d'années. Peut-être plus longtemps. Assez longtemps pour que sa surface soit battue par les rayons cosmiques, recouverte de poussière, usée par le temps et les radiations. Assez longtemps pour que tout indice clair sur son lieu d'origine soit effacé. Il voyagea seul, silencieux et invisible, jusqu'à ce que, par pur hasard, il se retrouve sous l'influence de notre Soleil. Un message, peut-être, mais dont l'adresse de retour avait depuis longtemps été effacée. Et maintenant, elle est bien au-delà des planètes. Se déplaçant à environ 26 km par seconde par rapport au Soleil, elle se dirige vers la constellation de Pégase, disparaissant dans l'obscurité infinie entre les étoiles. Pour vous donner une idée de l'échelle, elle est déjà aussi loin de la Terre que voyager. C'est à ce moment-là qu'il a pris la célèbre photo du point bleu pâle. Et à chaque seconde, cette distance s'accroît. Sans une mission dédiée pour la suivre, nous n'en saurons jamais plus que ces quelques brèves observations faites en 2017. Pas de seconde chance, impossible de revenir en arrière. Quel que soit le secret de sa composition, de son origine, de sa véritable nature, il est désormais enfermé dans un minuscule fragment tourbillonnant d'histoire, flottant silencieusement hors de portée de tout télescope que nous pourrions construire. Et ce simple fait tenace, qu'il soit apparu et reparti avant que nous soyons prêts, fait partie de ce qui le rend si obsédant. Parce qu'il n'était pas qu'un rocher, il n'était pas qu'une comète, il était un rappel, un aperçu d'un univers rempli de choses que nous n'avons pas encore vues, de choses auxquelles nous ne savons même pas à quoi nous attendre. Lorsque nous avons enfin réalisé l'étrangeté de l'objet, il s'éloignait déjà. Il s'estompait, rétrécissait et devenait de plus en plus difficile à suivre. En quelques semaines, même nos plus grands télescopes peinaient à le suivre. Fin 2017, il avait disparu. Hors de portée, hors de notre monde. Il semblait impossible de le rattraper. Se déplaçant à plus de 26 km par seconde et accélérant, aucun vaisseau spatial ne pouvait le rattraper. Mais un groupe de chercheurs a lancé le projet Lyra, non seulement pour imaginer une poursuite, mais pour en planifier une réelle. Pour l'intercepter, il faudrait soit lancer une sonde incroyablement rapide, soit gagner en vitesse grâce à la gravité. La première option est impossible. Nos fusées ne sont pas assez puissantes. Le plan se concentre donc sur le deuxième point, l'utilisation de l'assistance gravitationnelle.
Lancez-vous vers Jupiter, effectuez une manœuvre de fronde vers le Soleil et allumez les moteurs près du périhélie lors d'une manœuvre d'orbite solaire. C'est là que le carburant devient le plus efficace. Cela pourrait propulser la sonde à plus de 70 km par seconde, suffisamment vite pour atteindre l'objet même des décennies plus tard. Mais c'est risqué. Le vaisseau spatial passerait dangereusement près du Soleil, nécessitant une protection thermique extrême. Et le timing devait être parfait. Quelques secondes d'erreur pouvaient faire rater complètement la cible à la sonde. Sans compter le défi de maintenir la vitesse et de naviguer dans l'espace lointain. Des solutions alternatives permettent d'éviter les éruptions solaires en survolant la Terre, Vénus et Jupiter. Plus lent, mais plus sûr. Si le vaisseau spatial est lancé entre 2030 et 2033, il pourrait atteindre l'objet vers 2048. Une poursuite de 15 à 18 ans à travers l'espace interstellaire. Même après, te retrouver ne sera pas facile. Tu es petit, tu tournes et tu es seul dans le noir. Mais cette quête ne se résume pas à la poursuite d'un rocher. Il s'agit de résoudre un mystère que nous n'aurons peut-être jamais l'occasion de résoudre. Qu'avons-nous manqué? Et si nous ne revoyons jamais rien de tel, c'est peut-être notre seule chance. Et le poursuivre, même pendant des décennies, est une déclaration. Certaines questions valent tout. Poursuivre Oumuamua pourrait être possible. Mais cela nécessiterait des décennies, des milliards de dollars de financement et un pari colossal sur un seul mystère. Et lorsque la sonde l'atteindra enfin, les secrets pourraient déjà avoir été perdus par les radiations, l'érosion ou les simples ravages du temps. Au lieu de courir après ce qui a disparu, la meilleure idée serait peut-être de se préparer à la suite. Car s'il y a une chose que les astronomes ont apprise depuis 2017, c'est que Oumuamua n'était probablement pas seul. Des estimations suggèrent que les objets interstellaires, des visiteurs d'autres systèmes solaires, traversent notre voisinage bien plus fréquemment qu'on ne le pensait. Certaines estimations suggèrent que des milliers d'entre eux croisent l'orbite de Neptune chaque jour. La plupart sont trop petits, trop rapides ou trop faibles pour être remarqués. Mais avec de meilleurs outils, nous pourrions peut-être repérer le prochain grand, et ce, plus tôt. Et c'est là qu'intervient l'observatoire Vera C. Rubin. Ce nouveau télescope massif, perché au-dessus du Chili et dont la mise en service est imminente, a été conçu dans un seul et unique but: scruter l'intégralité du ciel nocturne, de manière répétée, avec une vitesse et une profondeur sans précédent. Il constitue le fondement de ce que l'on appelle le Legacy Survey of Space and Time, ou LSST, un projet qui produira une carte détaillée et dynamique du ciel, capturant tout ce qui change, scintille ou bouge. Parmi ces changements, les scientifiques s'attendent à trouver des dizaines de visiteurs interstellaires par an, et pas seulement des objets de la taille de Oumuamua. Des objets plus grands et plus visibles se déplacent plus lentement par rapport à nous, ce qui nous prévient plutôt de leur passage. Au lieu de les découvrir des semaines après leur plus proche approche, comme ce fut le cas pour Oumuamua, nous pourrions les détecter des mois à l'avance, voire des années. Et cela change tout. Prévenus à l'avance, nous pourrions lancer des missions pour les intercepter, non plus en essayant de les rattraper à des vitesses impossibles, mais en nous positionnant à l'avance, en envoyant des sondes à leur rencontre, en les orbitant, en échantillonnant leur surface, pour en découvrir les secrets de près. Ce n'est pas qu'un rêve. Des projets sont déjà en cours. La mission Comet Interceptor de l'Agence spatiale européenne, dont le lancement est prévu prochainement, repose sur cette idée. Au lieu de se diriger vers une cible connue, il restera dans l'espace, en attente, prêt à réagir à un visiteur inattendu. Lorsque l'objet approprié apparaîtra, qu'il s'agisse d'une comète, d'un astéroïde ou peut-être d'un objet interstellaire, le vaisseau spatial entrera en action, ajustant sa trajectoire pour l'intercepter et l'étudier de près. C'est un pari risqué, oui, mais un pari calculé, car l'espace est bondé, bien plus que prévu. Et si nous manquons un messager comme Oumuamua, il y a de fortes chances que d'autres soient déjà en route, ou déjà là, cachés dans l'obscurité étoilée. Malgré cela, la détection précoce n'est pas parfaite. L'observatoire Vera C. Rubin transformera notre capacité à détecter les objets en mouvement, mais cela ne garantit pas que le prochain visiteur interstellaire sera plus facile à étudier. Certains peuvent encore arriver petits, faibles et rapides, et nous échapper avant que nous puissions réagir. D'autres peuvent être plus coopératifs, suffisamment lents, suffisamment puissants et visibles pour être interceptés. En fin de compte, c'est une question de nombre. Plus nous trouvons d'objets, plus nous avons de chances d'être préparés. Et chaque détection nous apprend quelque chose de nouveau. Sur ce qui se passe là-bas, sur la fréquence réelle de ces visiteurs, sur les étranges et invisibles autoroutes de la galaxie qui sillonnent notre petit coin d'espace. Un seul objet comme Oumuamua
suffisait à déclencher des débats scientifiques, philosophiques et même techniques. Imaginez l'effet d'une douzaine ou d'une centaine. L'avenir est plein d'incertitudes. Et s'il y a une chose que Oumuamua nous a apprise, c'est que l'inconnu est plus proche et plus étrange que nous l'imaginions. Si l'on fait abstraction des détails techniques, des calculs de trajectoire, des spectroscopies et des propositions de mission, il reste quelque chose de bien plus fondamental: curiosité. Oumuamua n'était pas seulement un objet, c'était un rappel. Une fissure dans le ciel familier, montrant que l'univers est bien plus vaste, bien plus étrange et bien moins prévisible qu'on ne le pense parfois. Il est facile de prendre l'habitude de voir le cosmos comme un système fermé. Des planètes en orbite autour des étoiles flottant dans les galaxies, des galaxies dispersées dans le vide. Tout est net et ordonné, tout est en ordre. Et puis, quelque chose d'étrange se produit. Un visiteur apparaît, tourbillonnant silencieusement et étrangement, brisant les règles que nous pensions comprendre. Pendant quelques semaines, Oumuamua a ébranlé les scientifiques dans leur certitude. Il les a forcés à poser des questions dérangeantes, à envisager des possibilités qu'ils n'auraient pas envisagées d'habitude, à admettre que parfois l'univers propose une énigme si parfaite, si soigneusement insoluble, que même les esprits les plus brillants ne peuvent la résoudre. Et c'est là tout l'enjeu. Ce n'est pas seulement ce qu'était l'objet qui compte, mais ce qu'il représentait. C'était un test, non pas de nos télescopes, ni de nos fusées, mais de notre volonté d'affronter l'inconnu les yeux ouverts. Admettre ce que l'on ignore. Rester curieux, même lorsque les réponses nous échappent. Certains disent que ce n'était qu'un rocher, à la forme étrange, légèrement poussé par la lumière du soleil. Peut-être ont-ils raison, peut-être pas. D'autres se demandent s'il s'agissait de quelque chose de plus. Un fragment de technologie, un fragment perdu d'une civilisation lointaine, à la dérive parmi les étoiles bien après la disparition de ses créateurs. Peut-être ne le saurons-nous jamais, et peut-être est-ce normal. Car la valeur d'Oumuamua ne réside pas dans la certitude d'une réponse. Elle réside dans les questions qu'il nous a forcés à poser, dans notre capacité à reconnaître quelque chose de vraiment hors du commun. Il s'agit de notre volonté de suivre les preuves, même lorsqu'elles nous entraînent au-delà des limites du connu. Il s'agit de ce qu'elles révèlent, non seulement sur l'univers, mais aussi sur nous-mêmes. Malgré tous nos instruments, toutes nos théories, tous nos siècles d'exploration, nous restons des explorateurs par nature. Nous sommes encore des enfants qui contemplent le ciel, nous demandant ce qui se cache là-haut et ce que tout cela signifie. D'une certaine manière, chaque mission proposée pour le traquer, chaque article scientifique publié, chaque débat houleux sur sa nature, ce n'est pas vraiment une question d'objet lui-même qui compte. C'est cette petite étincelle tenace en nous qui refuse d'accepter que nous avons tout vu. Oumuamua nous a échappé. Il n'est plus qu'un point lointain, s'effaçant sur un fond d'étoiles infinies. Mais la fascination qu'il a suscitée, les questions qu'il a laissées en suspens, tout cela est toujours présent. Et c'est peut-être là le véritable héritage du visiteur venu d'ailleurs. Ni un objet physique, ni un échantillon récupéré, ni une preuve irréfutable. Mais un rappel que l'univers regorge de possibilités, et que la plus grande erreur que nous puissions commettre est de cesser de chercher. Car quelque part, un autre voyageur est déjà en route. Et cette fois, peut-être, juste peut-être, serons-nous prêts. Quand nous l'avons aperçu pour la première fois, il était déjà en train de partir. Un visiteur venu d'un lieu inconnu, glissant à travers notre système solaire comme un murmure dans une salle bondée. Finalement, nous ne l'avons jamais vraiment rattrapé. Nous n'avons pas envoyé de sonde. Nous n'avons pas obtenu d'images rapprochées. Nous n'avons pas encore pleinement percé ses secrets. Mais ce n'est peut-être pas le but. Peut-être que le but est qu'il nous a sortis de notre routine. Cela nous a fait prendre conscience du peu que nous voyons réellement, même dans les endroits que nous croyons connaître. Cela nous a rappelé que l'espace n'est pas seulement un arrière-plan silencieux et lointain. Il est vivant, mouvant, rempli de voyageurs et de mystères qui nous croisent sans cesse. Oumuamua nous a obligés à observer de plus près. Il a révélé les limites de notre préparation. Il a révélé la fragilité de nos hypothèses, même après des siècles d'études des étoiles. Mais cela a aussi révélé quelque chose de plus important. La hâte de le comprendre et les débats passionnés qu'il a suscités. Les missions qui ont surgi dans son sillage. Tout cela révèle quelque chose de profond et d'obstiné en nous. Un refus de laisser l'inconnu rester inconnu sans combattre. D'une certaine manière, peu importe qu'il soit un fragment de technologie extraterrestre ou un étrange morceau de glace. Ce qui compte, c'est qu'il a ouvert une porte. Il a repoussé les limites de ce que nous osons imaginer. Parce qu'un seul objet passant près de nous ne change pas l'univers. Mais il peut changer notre façon de le voir. Cela nous rappelle que les plus grandes découvertes ne se trouvent pas toujours dans les gros titres ou les manuels scolaires.
Elles se produisent parfois dans des moments de calme, lorsque quelque chose d'inattendu surgit, et que nous devons décider si nous détournons le regard ou si nous le poursuivons. Quelle que soit la nature d'Oumuamua, quelle que soit sa signification, il lançait un défi. Être prêt la prochaine fois. Regarder de plus près. Imaginer davantage et ne jamais supposer avoir tout vu, parce que l'univers recèle encore des secrets. Et le prochain messager est peut-être déjà en route.